Merci, M. Imran Kilou. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai bien voulu faire appel à la presse pour que tout le monde comprenne les raisons pour lesquelles le M5 RFP a demandé d'abandonner l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Mais avant cela, puisque c'est la toute première sortie durant 2024, permettez-moi de souhaiter une excellente année de 2024 à tous les Maliens, de l'intérieur comme établis à l'extérieur du Mali. De présenter mes condoléances les plus attristées aux victimes civiles et militaires, nationales comme internationales, et de féliciter nos femmes pour la récupération de Kidal. Une récupération héroïque. D'ailleurs, c'est l'occasion pour rappeler que le 14 janvier, qui est la journée de la souveraineté retrouvée, nous pouvons dire qu'avant que Kidal ne soit récupéré, la souveraineté n'était vraiment pas totalement retrouvée. Mais aujourd'hui, Dieu merci, grâce à la bravoure de nos forces de défense et de sécurité, nous y sommes. Maintenant, pourquoi abandonner l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger? Mesdames, Messieurs les hommes de presse, la situation est extrêmement compliquée pour notre pays. Nous devons nous donner les voies et moyens pour nous convaincre d'aller vers la bonne direction. Vous savez, je vais vous lire certains passages. Le communiqué des Nations Unies du samedi 6 janvier 2024. Et ça s'est fait une semaine après le discours du président de la transition. Le Conseil de sécurité de l'ONU a rendu public samedi un communiqué de presse dans lequel ses membres ont réaffirmé le caractère central de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015, issu du processus d'Alger. C'est exactement ce qu'on a voulu éviter. C'est pour cela que je salue au passage le comité stratégique du M5 RFP et tous les membres du M5 RFP. Nous avons pensé qu'on a l'épée de Damoclès au-dessus du Mali. Il fallait qu'on décide rapidement d'être complètement indépendant, d'enlever ce fardeau définitivement pour libérer tout le monde. Les raisons qui nous ont motivés à aller de l'avant, quand je regarde encore dans le communiqué des Nations Unies, ils disent, ils exhortent toutes les parties signataires à prendre le dialogue et à s'engager dans la mise en œuvre de l'accord pour garantir la paix et la stabilité au Mali. Je pense que c'est vraiment de l'ironie. Pendant que vous étiez là, depuis combien d'années, où la MINUSMA était là, toutes ces forces étrangères étaient là, toute la communauté internationale faisait semblant d'accompagner le Mali, nous sommes tombés le plus bas possible. Et vous n'avez pas parlé de paix. On a récupéré Kidal. On a pacifié aujourd'hui une grande partie du nord. Personne n'a dit félicitations au Mali. Donc, s'ils parlent encore d'accord pour la paix et la réconciliation, les Maliens doivent se poser la question, quelle va être la suite? Et c'est ça qui nous guide, nous qui sommes habitués à faire cet exercice à propos de l'accord. Nous savons quel fil il faut tirer pour aboutir vraiment à l'analyse la plus fine possible. Maintenant, une des causes, je vais vous citer rapidement, vous allez comprendre, les organes de l'accord. Nous avions le CSA. Dans le CSA, le comité de suivi de l'accord, il y a 4 sous-commissions. Les commissions, il y a le CNRS, c'est-à-dire le Comité national pour les réformes du secteur de la sécurité. Il y a les autorités intérimaires. Il y a le MOC, mécanisme opérationnel de coordination,
qui aujourd'hui, en fait, est handicapé d'ailleurs par l'absence de la MINUSMA, donc ça n'a pas de sens. Il y a le comité consultatif local de sécurité, CCLS, le conseil consultatif interrégional. Cela a été créé pour la zone de développement des régions du Nord. Le Fonds pour le développement du Nord, la CVJR. Maintenant, il y a également l'observateur indépendant. Il y a lieu de se poser même la question, l'observateur indépendant depuis tout ce temps jusqu'à présent, qui le paye? Et voilà, pourquoi il n'y a plus de rapport? Qu'est-ce qui se passe? En plus de cela, il y a la commission technique de sécurité. Commission technique de sécurité qui est rattachée à la sous-commission défense, qui est elle-même rattachée au comité de suivi de l'accord. Il y a la CTS. Il y a la commission d'intégration, la commission nationale de DDR, avec les sous-commissions techniques. Et en plus, il y a des conseillers qui sont nommés auprès des gouverneurs, surtout au nord. Si vous regardez toutes ces commissions, il y a combien de personnes qui animent toutes ces commissions, ces sous-commissions et ces comités? Alors que nous savons très bien que la rémunération de tous ceux qui travaillent au niveau de ces organes, c'est au bas mot dans le million, au bas mot. Donc vous devez voir, si on a 100 personnes multipliées maintenant par 1 million, ça fait déjà 100 millions. Ça c'est au bas mot. Il y a des gens qui ont 2 millions, 3 millions, 4, 5, 6, au-delà. Parce qu'il y a des gens qui sont en même temps dans 2 sous-commissions, ou qui sont au CSA et qui se retrouvent dans d'autres sous-commissions. Je vous dis, cette manne financière, surtout que nous ne savons même pas comment on les paye. Il y a des gens qui ne se réunissent que de session en session. Mais pourquoi on les paye? On se pose la question d'où vient l'argent. Moi, je suis convaincu que si réellement on faisait l'audit de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, de 2015 à aujourd'hui, les Maliens vont se retrouver avec une somme astronomique. Parce que pour déjà signer l'accord, il y a eu des gens en Alger durant 8 mois, et Dieu seul sait que c'était des dizaines de Maliens. Durant 8 mois, cet argent-là est parti où? À quoi ça a servi si on a après un résultat comme ça, comme cet accord? Mieux que ça, aujourd'hui, un argument qui nous permet également d'abandonner l'accord, c'est de faire l'audit du début à aujourd'hui, l'audit financier. Est-ce que vous savez que pour cet accord-là, on a même distribué des bourses d'études? On a donné des billets d'avion pour aller au pèlerinage. On a donné des logements sociaux, avec beaucoup d'autres choses que les Maliens ignorent. Si on faisait l'audit de tout ça, je pense que les Maliens vont se rendre compte que nous sommes dans une très grosse arnaque. Nous sommes dans de l'escroquerie d'État. C'est pourquoi, puisque nous avions déjà des ressources limitées pour avancer, économisons le maximum possible. Les Assises nationales de la refondation ont demandé de faire la réélecture. Malheureusement, on n'a pas pris ça comme une priorité. Et là, les autorités doivent nous expliquer pourquoi ça n'a pas été une priorité. Pourquoi ils ne l'ont pas fait en toute priorité. En ce moment, on pouvait fermer les yeux sur la suite parce que nous, on sait ce qu'on a mis dans ce papier. Mais du moment où ça n'a pas été fait, l'accord reste en l'état et en l'état, l'accord est inapplicable. Je pense que nous devons également comprendre la plus grosse inquiétude pour le comité stratégique du M5-RFP. Notre plus grande inquiétude, c'est que nous sommes convaincus que maintenant où nous avions une sorte d'indépendance, de confiance en nous, on veut avancer. Et que
ces rebelles, ces criminels ne sont plus à l'intérieur de nos frontières, la seule chose qu'ils puissent faire pour nous déstabiliser, pour continuer à nous déstabiliser, ce n'est que l'accord. Ils vont tout faire pour que ces gens se retournent au Mali sous le couvert de cet accord. Donc l'accord ne va pas disparaître, mais nos espoirs vont s'effriter après. Vous allez voir tous ces criminels qui ont du sang malien sur la main revenir par l'aéroport Sénou et accueillis par nos autorités parce que la communauté internationale va mettre une grande pression sur le Mali pour qu'on aille dans ce sens. Aujourd'hui, nous sommes en train de résister. Aujourd'hui, le Mali résiste. Et là, j'ai envie de lancer un appel aux autorités de la transition. La transition est appelée à terminer. La transition est appelée à prendre fin. Maintenant, on ne peut pas laisser un tel fardeau sur les Maliens. Le plus important, c'était de terminer ce problème de l'accord pendant la période de transition. Même si nous revenons, je dis nous, les forces du changement pour la refondation, même si après élection propre, transparente, nous prenons le pouvoir, nous allons trouver ce problème pendant et ça va être un sérieux problème pour le Mali. Et j'avoue que j'attire l'attention de nos autorités. Tous ces accords-là, surtout l'accord d'Alger, est parti de l'inspiration que nos ennemis ont eue des différents accords, comme le pacte national qui a été signé. Avant même le pacte national, il y a l'accord de Tamaracet. À chaque fois qu'ils sont là en train de négocier un accord, ils s'arrangent à ce que les points les plus importants des anciens accords, qu'ils puissent les récupérer, les réaménager intelligemment pour que nous ne puissions pas voir le piège. Je vous donne un exemple. Et c'est à l'endroit surtout de nos autorités que je veux qu'ils comprennent. Lorsque dans le pacte, dans les accords de Tamaracet de janvier 1991, dans l'article 4, on nous dit « Les forces armées maliennes ne mèneront aucune activité susceptible de donner lieu à des accrochages avec les combattants. Elles procéderont à un allègement progressif de leurs dispositifs dans les 6e et 7e régions. » L'article 5 dit « Dans le cadre du présent accord, les forces armées maliennes se désengageront de la gestion de l'administration civile et procéderont à la suppression de certains postes militaires. » Ça, c'est en 91, janvier 91. Ça, c'est le premier accord. Il y a des choses graves dedans. Par exemple, comme ceci, c'était déjà de démilitariser le Nord au profit de ces rebelles. Si on prend le pacte national, signé ou bien promulgué ou signé en tout cas le 11 avril 1992, il y avait la transition. C'était la transition CTSP, Comité de transition pour le salut du peuple. C'était une transition. Mais je vous dis, si jamais vous lisez intégralement le pacte national, vous allez tomber. C'est exactement la copie bien synthétisée, mais beaucoup plus grave que nous avions dans le pacte. C'est la copie, tout ce qu'ils ont pris dans l'accord d'Alger, en grande partie c'est écrit dans ce pacte-là, qui a été signé en 1991. Tout ce que vous entendez, les gens qu'il faut mettre par-ci, par-là, même le fait de demander le découpage territorial, c'est dans ce pacte de 1992, dans le pacte national. Donc, ils vont revenir encore pour nous faire sortir des théories basées sur l'analyse de ces deux accords, mais de ces trois accords, parce qu'ils sont même capables de dire non, laissez tomber l'accord d'Alger, on va aller encore faire un 4e accord, même intermalien, mais je vous jure qu'ils vont se baser sur tout ce qu'ils ont pu condenser de ces trois accords-là pour nous créer tous les problèmes du monde par le futur. C'est pourquoi, d'ailleurs, parce que les Maliens ne peuvent pas croire certaines choses, je vais vous lire ce passage-là, où on dit « Désirer d'aboutir à une solution pacifique négociée,
juste et définitive au douloureux conflit armé qui sévit dans les 6e, 7e et 8e régions de la République du Mali, appelé Azawad, par les mouvements et fronts unis de l'Azawad. Ça, c'est dans le pacte. C'est dans la transition de 92. Ils étaient où? Où étaient nos politiciens? Où étaient nos hommes maliens? Où était l'intelligentsia malien? Voilà, mesdames, mademoiselles, messieurs, pourquoi nous pensons qu'il est important pour l'État de comprendre qu'il faut abandonner définitivement l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, parce que tôt ou tard, nous serons obligés d'y faire face et on ne sait pas qui sera là. Si nous sommes là, peut-être qu'on peut accepter le principe d'aller. Mais si nous ne sommes pas là, je ne suis pas du tout sûr. Nous ne sommes pas sûrs que ceux qui vont être aux commandes de ce pays ne vont pas l'appliquer. Parce qu'ils ont toujours cédé au mercantilisme, à la corruption et au bon vouloir de ces gens-là que j'appelle communauté internationale. Donc voilà pourquoi nous disons abandonnons. Maintenant, d'autre part, que les autorités nous expliquent. L'accord arrangeait qui? L'accord arrangeait la France avec ses acolytes européens, communauté internationale et tout ça, l'Algérie et tout le reste. Mais si nous avions eu le courage de mettre à la porte l'ambassadeur de France, de mettre à la porte les forces françaises, les forces étrangères et de mettre à la porte l'amunissement qui était chargé de nous aider à appliquer la partie la plus difficile de l'accord, il reste quoi? Les rebelles même qui sont avec nous pour appliquer, aujourd'hui ne sont plus au Mali. Mais il nous reste quoi? Et tout ce budget qu'on est en train de dépenser pour garder ces commissions, ces structures, ces comités, ça peut servir à beaucoup de choses. Il faut qu'on nous explique tout ça. C'est pour cela, d'après les Bambara, si jamais l'État ne prend pas ses responsabilités, c'est le ton qui est donné comme ça avec les Nations Unies. Il n'y a pas plus hypocrite que ce que les Nations Unies viennent de faire. Pendant que le président de la transition fait son discours pour dire que nous avions un dialogue intermalien, au même moment, une semaine après, ils sortent pour nous dire non, l'élément central de vos discussions, c'est l'accord. Dieu seul sait à quoi ça va aboutir. C'est pourquoi nous avons attiré l'attention du gouvernement, du peuple malien, de tout le monde. On demande à vous les journalistes d'abord, faites de ça votre cheval de bataille. Il faut que vous parveniez à faire comprendre à la population malienne qu'on doit soutenir les autorités de la transition pour dénoncer l'accord. Comme on l'a fait pour la MINUSMA, comme on l'a fait pour Barkhane. Il y a des moments où les autorités ont besoin de sentir que nous sommes debout pour les aider à avancer. Votre rôle, ce serait de faire comprendre ça au peuple. Et après, je lance un appel aux autres Maliens, que les Maliens se lèvent, qu'ils se donnent la main pour qu'on se débarrasse définitivement de cet accord. La suite, Dieu seul sait ce qui va nous arriver. Parce que si on ne s'en débarrasse pas maintenant, nous allons traîner des dépenses inutiles. Et après, nous allons accueillir nos ennemis qui ont tué, violé, pillé ce pays-là à l'aéroport. Et ça va être la fin de l'espoir pour le Mali croix. Donc, sur ce, par rapport à la version en français, j'avoue que je préfère me limiter ici parce que je ne voulais pas rentrer dans qu'est-ce qui est mauvais dans l'accord. J'ai voulu juste montrer aux Maliens les dangers que nous pouvons avoir plus tard si on ne sort pas de l'accord. Et la transition est la meilleure période. La meilleure période. Et nous sommes bien placés parce que nous avons dit nous ne sommes pas d'accord avec la mise en application de l'accord. Donc nous devons aujourd'hui nous assumer, mais nous ne pouvons pas garantir que demain nous serons là. Même si la transition dure 10 ans, là, un jour elle va terminer, d'autres personnes vont venir. Et si nous, on ne met pas fin, on ne sait pas qu'est-ce que ces gens-là vont faire de nous et de l'accord. Donc c'est pourquoi j'exhorte une dernière fois les autorités maliennes. On s'est toujours accompagné dans la réflexion, c'est une piste de réflexion.
Nous avions beaucoup d'éléments pour les aider à rédiger le communiqué pour montrer que le Mali n'a plus besoin de cet accord. Nous sommes disposés à les accompagner. Et nous voulons que le Mali nous écoute, que les autorités nous écoutent. Inch'Allah, avec cet accord abandonné officiellement par l'État malien, l'ennemi ne vaincra pas.